Bonjour et bienvenue à toutes et tous. L'invité du dimanche aujourd'hui, c'est l'avocat genevois Marc Bonan pour nous parler affaires et post-vérité. Marc Bonan, bonjour. Bonjour. Vous devez jubiler, vous, l'éternel contenteur de la vérité, de voir François Fillon toujours en marche, hein, malgré ses casseroles, et Donald Trump élu malgré ses mensonges. Alors, de manière générale, au fond, la politique française m'amuse parce que nous sommes dans un pays de passions apaisées. Et au fond, les excès, les turbulences, les démesures de la politique française nous vengent je dis pas de notre médiocrité, mais de notre sens de la mesure. Donc il y a un côté presque cathartique à regarder les débats français. Alors vous me parlez de François Fillon. J'aurais certainement en français voté pour lui. Si le programme était un critère. Il se trouve aujourd'hui que peut-être justement on vote pour un programme, on vote aussi pour un homme. En établissant une relation, est-il la même? A-t-il l'autorité ou le pouvoir de mettre en œuvre un programme? Et la personne de François Fillon est largement discréditée ou amoindrie. Euh, les médias, dans leur rôle essentiel et pervers, ont révélé des fragilités de l'homme, un rapport un peu ambigu avec l'argent, des coquetteries. Avoir des coquetteries, je pense à ces choses essentielles, ces costumes. Je suis convaincu que le problème des costumes joue un rôle décisif dans l'électorat. Et parce que c'est à la fois avoir le désir de l'apparence, mais ne pas avoir les moyens de son désir. Et quand on n'a pas les moyens de ses désirs, c'est tout de même une impuissance qui fragilise. Mais pour tenir des propos sérieux, je doute qu'il soit au deuxième tour. Je pense que deux choses y ont concouru, c'est quelques fragilités, mais leur mise en évidence par les médias, et je dirais, pour être probablement injuste, que l'un et l'autre, les médias français, la magistrature française, sont lourdement de gauche, sont idéologiquement enténébrés, et qu'au fond, ils se sont trouvés dans des noces de sang liés dans un même combat. Il ne s'agit pas justement d'un infumage que de chaque fois dire que les médias sont de gauche parce qu'ils sortent des affaires qui dérangent la droite. Non, mais là, vous touchez un sujet parmi mille. Est-ce que les médias sont de gauche? D'abord, est-ce que c'est un fait? C'est ma Ah, c'est vous perception. qui dites hein, que les C'est médias sont de Oui, gauche. oui, c'est ma perception. Je pense que sociologiquement, les médias, en tout cas en France, et probablement ici aussi, ils sont de gauche. Mais ce n'est pas désastreux d'être de gauche. Et c'est ce que cela détermine. Si d'être de gauche, c'est le cas aussi du syndicat de la magistrature, fait que vous êtes militant dans vos œuvres. Le juge de gauche cherche l'ennemi de classe Mais en quoi le Canard enchaîné est-il militant quand il sort des par affaires le choix du sur moment. François Fillon? Par le choix du moment. Parce qu'il ne peut pas ne pas savoir quels effets de sortir à ce moment-là, et de surcroît avec une mise en scène délicate, à chaque semaine sa publication, à chaque semaine sa révélation, mise en scène, obscène parce que mise en scène. Il ne peut pas ne pas savoir, et donc vouloir, que cela va avoir un effet sur les élections présidentielles, et notamment sur la candidature de Fillon. Mais c'est précisément ce moment-là que les Français, dans ce moment-là que les Français doivent faire leur choix et qu'ils ont besoin de savoir. Euh, je ne suis pas convaincu de ça. Et je sais que le journaliste soutient volontiers le droit de savoir. Et moi, je soutiendrai sans peine le devoir d'ignorer. Vous-même, vous avez eu à souffrir de cela, hein, d'une certaine éviction aussi des médias après l'affaire des Panama Papers. Est-ce que vous gardez une dent justement Non, contre les médias romans qui non. vous ont pendant beaucoup d'années, hein, très bien servi, mais il y a eu un petit retour de D'abord, bâton. je ne pense pas que les médias me servent. Et ils peuvent parfois concourir à des causes que je défends parce qu'elles les considèrent justes. Or, je ne sais pas si j'étais frappé d'embargo par les médias suisses après le Panama Papers. Plus de chroniques dans le matin dimanche. Ah non, non, ça c'est autre chose. J'avais renoncé bien avant, parce que j'avais du plaisir à être le pigiste d'Ariane Dayer, pour qui j'ai une affection et une estime infinie. Mais à un certain moment, je me lassais. Et je me suis même posé la question de savoir si je ne lassais pas. Ma rubrique s'appelait Vue de droite. Et pour finir, à force d'insolence, l'insolence devenait une habitude. Il y a une sorte de conformisme, de l'anticonformisme, qui est lassant, même pour celui qui le vit.
Vous mettiez en doute la vérité, mais est-ce que c'est pas justement une façon aussi de faire, pour les avocats, de faire leur beurre, de faire, des plaidoiries, des affaires? Votre ami Régis Debray dit: «Quand on pense d'abord il faut d'abord penser contre soi». Mais il a 1000 fois raison de ça. Je crois que la citation complète, Est-ce que vous pensez contre vous justement quand vous affirmez que le doute. perpétuellement, Mmh. perpétuellement. Y a-t-il pas maintenant un vrai problème, de justice? C'est pour ça que tout se règle sur la scène médiatique, la justice qui est trop lente, la justice qui n'aboutit pas et du coup, les journalistes et les avocats, font leur cuisine, hors de son champ d'action. Vous pratiquez volontiers la métaphore culinaire. Avant, les avocats faisaient leur beurre, maintenant ils font leur cuisine. C'est ma condition de femme, atavique. Non, mais écoutez, la justice, oui, elle est plutôt lente en termes comparés. Si vous prenez l'Italie ou la France, elle est fulgurante de rapidité. Mais gardez à l'esprit que vous étiez en contre-pouvoir. Vous êtes devenu un pouvoir sans contre-pouvoir. Parce que quand je dis que vous êtes la dernière instance, au-delà de ce que dit Le Monde, Mediapart ou la télévision suisse romande, quelle instance? Vous avez, je crois, de vagues organes déontologiques, mais qui jamais ne sanctionnent par corporatisme. Et puis parce qu'il y a quelque chose de tellement sacré, qui est la liberté. La liberté d'expression fait que ça transcende toute chose. Et donc, lorsqu'un journaliste est injuste, s'arroge un pouvoir qu'il ne devrait pas s'arroger, en fait un usage peu décent, c'est-à-dire qui ne convient pas, sa parade, il a deux parades. Le secret des sources, seul au monde, vous pouvez dire sans avoir à justifier pourquoi vous dites. Et probablement, À justifier pourquoi on dit ça, oui, mais pas qui nous le dit. Oui. C'est pas la même chose. Hein. C'est à peu près la même justification. Une source proche du dossier m'a dit que. Bon. Mais ça rend pas le propos imparable, donc on ne peut pas se reposer là-dessus. En revanche, la source ça est le protégée. renforce beaucoup. Mais ça, c'est un des aspects. En revanche, le deuxième aspect, c'est que il n'y a pas d'autre instance après vous. On ne peut pas en appeler à quelqu'un d'autre. Quand un juge en premier degré vous condamne, il y a une cour. Après la cour, il y a un tribunal fédéral. Après le tribunal fédéral, il y a éventuellement des instances européennes. Quand un journaliste dit quelque chose, vrai ou faux, émet un jugement de valeur, déboulonne un homme, fracasse un mythe, vous en appelez à qui? Et je le dis avec toute la sympathie que je vous porte à titre personnel, je crois m'entendre plutôt bien avec les journalistes, mais je les trouve, je pense que le journaliste politique, le journaliste dit d'investigation, ce fouineur désormais sacralisé. Avec beaucoup de respect, d'amitié, vous le dites. Oui, je dis que les médias que certains médias, certains journalistes ont aujourd'hui l'incroyable arrogance, jamais châtiée, la démesure que jamais Némésis ne châtie, de ceux qui détiennent un pouvoir, qui le savourent jusqu'au vertige et qui, sûrs de l'impunité, l'impunité, c'est la fausse information. Si vous donnez une fausse information comme journaliste, là, vous êtes immédiatement sanctionné. Mais la mise en évidence d'une information, le commentaire d'une information, c'est déjà une information d'une manière ou d'une autre trahie. Le simple fait de dénoncer un fait, le choix que vous avez de l'énoncer, vous y mettez des affirmations, vous y mettez des soupirs, vous faites paraître dans les premières mesures du téléjournal. Mais reste le fait. Le fait là. Oui, mais le fait ne doit donc pas être dit. Non, non, je ne dis pas qu'il ne doit pas être dit, mais je vous trouve bien léger, mais à sens quand vous dites que le fait est têtu, vous êtes totalement hypocrite, parce que vous savez que le fait existe à partir de son énoncé. Mais personne ne nous écoute, parce que justement, on est un pouvoir, apparemment, enfin un contre-pouvoir, et malgré tout, malgré toutes ces révélations, encore une fois, François Fillon est toujours en campagne, et Donald Trump a été élu. Alors quel est le réel impact D'abord, des François Fillon est journalistes toujours en campagne, il était à 20%, il est à 17 ou 18%. Donc, et puis une fois encore, il est probable... Il n'est pas encore défait. Enfin, je voudrais pas être Cassandre ou Pity. Je pense, mais je ne suis pas un analyste politique, qu'il est peu probable qu'il se trouve au deuxième tour. Est-ce que c'est pas ça qui pose problème aussi? Et alors, on fait et on continue malgré tout. On trahit sa parole, c'est pas grave, ça n'apporte pas à conséquence parce que les chiens aboient au final et la caravane continue de passer. Vous avez appris que Manuel Valls décide de soutenir Emmanuel Macron. En violant sa parole, en violant sa signature. Mais
soutiendra-t-il sans aucun doute à ceux qui le lui reprocheront que l'on peut violer sa parole si on est animé par une vision supérieure de l'intérêt de la France. Talleyrand disait « Je porte malheur à tous les régimes qui me négligent ». Et vous savez que Talleyrand a prêté dans sa vie 12, 15 ou 13 serments et les a tous trahis. Alors on peut dire mais quelle inconstance, quelle absence de caractère. Mais on peut aussi soutenir, aurais-je à le défendre, qu'il y a une sorte de loi d'Antigone qui prime la loi de Créon. Les serments que l'on prend dans des circonstances données sont surplombés par une vision. Il se pourrait demain dire oui, j'ai trahi ma parole, mais au titre d'un impératif supérieur, une vision de la France. Sa vision de la France étant ici probablement d'avoir un poste demain, mais surtout de faire barrage au Front National. Votre ami, c'est lui-même qui le définit comme ça. Oscar Freisinger vient d'être éjecté du Conseil d'État. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, qu'il me dise son ami, je fais écho à cette amitié. Mais d'abord, je trouve que c'est un homme très intelligent. Alors que je trouve peu d'intelligence chez les hommes politiques. Et c'est un homme très cultivé. Alors que je trouve que la plupart, mais je suis injuste dans mon jugement, de nos hommes politiques, en tout cas à entendre leur discours, peut-être ils ont le bon goût de ne jamais laisser paraître qu'ils ont lu des livres. Mais je trouve que la plupart de nos hommes politiques sont lourdement incultes. Si les hommes politiques suisses se mettaient à être intelligents et cultivés, ils n'auraient plus le suffrage. Ils n'auraient plus le suffrage qu'ils ont, parce qu'en Suisse, nous élisons par goût de l'identification et pas par goût de l'admiration. Quand nous votons, les Suisses sont des médiocres qui élisent non, des mais médiocres. non, nous ne sommes pas des médiocres. Mais je pense à la médiocrité, à la mesure. Il faut parler de mesure, et serait plus juste la mesure, le consensus. Nous votons, me semble-t-il, mais je peux me tromper, davantage parce qu'on se dit il pourrait être moi, et donc symétriquement je pourrais être lui, que ce regard du bas vers le haut en disant l'homme, la femme, inouï, supérieur, providentiel. Nous avons peu le culte des héros. Et pourquoi pas? Ensuite, on peut me dire à quoi a conduit l'histoire, qu'il y avait le culte des héros. Je connaîtrais sans doute cet argument et la possible parade. Alors, je dis qu'en Suisse, il y a certainement de belles intelligences en politique. Selon moi, ce n'est pas là qu'elles se réfugient, mais à supposer qu'il y en ait, ils mettent beaucoup de leur vertu à ce qui n'en paraissent rien. Et notamment dans le discours politique fédéral, c'est consternant. Je ne parle même pas de Schneiderman et un homme certainement remarquable, mais même Monsieur Burkhalter, pour qui tout le monde semble avoir une estime, et je ne déroge pas. Écoutez son discours, oubliez un instant qu'il est président de la Confédération, rien ne vous suggère de penser qu'il le soit. C'est rien, c'est rien. Donc vous dites, Monsieur Burkhalter est un médiocre, en tout cas une apparence de médiocre. Alors voilà, dans ma vision généreuse, je pense que Monsieur Burkhalter a des vertus infinies et il met une large part de ses vertus à apparaître de ne pas en avoir. Je vous remercie beaucoup, maître. Je vous en prie.